Bonjour, c'est Michel Drac. Aujourd'hui, je vous présente un livre, Bienvenue, place Beauvau, de Madame Olivia Recasens, Monsieur Didier Assou et Monsieur Christophe Labbé. Alors, Messieurs Assou et Labbé sont journalistes au Canard enchaîné, et ils ont écrit ici avec une dame, Olivia Recasens, qui est journaliste, on ne précise pas où. De quoi ça parle ? Eh bien, ça parle de la question suivante. En fait, à quoi ça sert un ministère de l'Intérieur du point de vue de l'acquisition et de la conservation du pouvoir sous la Ve République? Parce qu'effectivement, comme l'expliquent les journalistes, il y a un point commun entre Mitterrand, Chirac et Sarkozy, et c'est pas seulement qu'ils ont tous les trois été présidents, c'est aussi qu'ils ont été tous les trois ministres de l'Intérieur. Manifestement, quand on veut devenir président de la République, avoir fait un passage place Beauvau au ministère de l'Intérieur, ça sert, et ça sert bien. Le livre fourmille d'exemples de ce qu'on peut faire quand on maîtrise les arcanes du ministère de l'Intérieur. J'en relèverai simplement deux qui donnent une idée de l'ambiance générale, des détails un petit peu croustillants. D'abord, vous vous souvenez sans doute de l'affaire du Carlton, où notre DSK national est allé s'illustrer aux États-Unis, avec Nafissatou, n'est-ce pas ? Il faut savoir que quand il a appris ça, contrairement à ce qu'on pourrait croire, Nicolas Sarkozy a été furieux. Alors on pourrait se dire pourquoi, mais comment ? Il était débarrassé a priori du candidat le plus dangereux. Oui, mais pas du tout, parce qu'en fait, ça faisait des années que le ministère de l'Intérieur, truffé de flics sarkozystes, préparait un beau dossier sur toutes les dérives sexuelles de DSK. Et visiblement, toutes les dérives sexuelles de DSK, ça fait un dossier... Bon. Et là-dessus, l'autre, il se fait pincer à New York. Total, il peut pas être candidat socialiste. Ça n'arrange pas du tout Sarko. Lui, il voulait que les dérives sexuelles de DSK sortent une fois DSK candidat du PS. En pleine campagne. Ça aurait été plus drôle. Et voilà à quoi sert le ministère de l'Intérieur, entre autres choses. Un autre exemple qui est assez rigolo, c'est que là, en 2016-2017, il y a pas mal de flics, apparemment, qui ont bien marché dans les combines de la Hollandie, qui ont bien marché pour qu'il arrive quelques petits problèmes à M. François Fillon, ce qui a bien aidé quand même M. Emmanuel Macron à devenir notre nouveau président, parce que Emmanuel en même temps, si François Ré à gauche avait pu déployer une campagne normale, Emmanuel en même temps n'était pas président. Il y a pas mal de flics, semble-t-il, qui ont été assez contents et qui ont dû un petit peu aider pour ça, parce que le bruit qui courait au ministère de l'Intérieur ces derniers temps, c'est qu'il existait une liste noire de policiers à punir si la droite revenait au pouvoir en 2017. Ce qui évidemment a dû motiver un certain nombre de mecs qui avaient été mis là par la gauche. Ambiance, c'est comme ça que ça se passe, pas chez McDonald's, mais sous la Ve République. Alors, le bouquin raconte tout ça, et surtout sur la période 2012-2017. Il donne des détails sur ce qui s'est passé avant, mais il est centré sur la période 2012-2017, et on peut dire schématiquement qu'il est organisé en 3 grands volets. Le récit de la prise de contrôle ou de la reprise de contrôle du renseignement français par la gauche après 2012. Le récit ensuite de la guerre interne à la gauche entre les réseaux de Manuel Valls et les réseaux de François Hollande. Guerre extrêmement violente, car un des enseignements du bouquin, c'est que, en fait, les attaches partisanes ne jouent pas un rôle très important dans la constitution des réseaux d'influence à l'intérieur de la police nationale. C'est beaucoup plus des histoires d'écuries, d'individus qui jouent en réseau, et les guerres à l'intérieur des camps, à l'intérieur de la gauche ou à l'intérieur de la droite, sont au moins aussi violentes que les guerres entre gauche et droite. Et puis il y a un 3e volet, un petit peu plus diffus, qu'on pourrait appeler le récit de tout ce qui arrive à des acteurs secondaires, parce qu'il y a des luttes de réseau dans les luttes de réseau. C'est-à-dire que les luttes de réseau des hommes politiques interagissent avec des luttes de réseau propres à l'institution policière et aux hommes qui la dirigent. Alors on va parcourir ces 3 volets un par un, sans entrer trop dans la technique. L'ouvrage comprend un organigramme de la structure du renseignement français, donne le détail
de quelle direction, quelle sous-direction est membre de telle ou telle instance de coordination. Tout ça est extrêmement intéressant, mais je vais vous passer ces détails. Je pense que ce qui nous intéresse là, ensemble, c'est les conclusions qu'on peut en tirer schématiquement. Alors, comment s'est passée la reprise de contrôle du renseignement français par la gauche? On peut dire en gros qu'elle a pris un an. Et d'ailleurs, c'est seulement, en quelque sorte, 16 mois après avoir quitté l'Élysée, que Sarko a été mis sur écoute, ce qui est une première dans l'histoire de la Ve République. C'est la première fois qu'on écoutait un ancien président de la République. D'ailleurs, pas sans raison, puisqu'aux dernières nouvelles, il n'y a pas moins de 13 affaires judiciaires au cul de Nicolas Sarkozy. Ça n'a pas pu se faire facilement parce qu'évidemment, Sarko avait complètement verrouillé la police avant de partir. Il a été 2 fois ministre de l'Intérieur, il a été président de la République, il avait placé ses fidèles à tous les rouages essentiels. Et il avait vraiment une relation très forte avec la police, au point que, quand il avait fallu qu'il choisisse un secrétaire général de l'Élysée, qui est un poste de confiance, en 2012, il avait pris, 2007, il avait pris Claude Guéant, qui est un ancien directeur général de la police nationale. Alors, en face de cette forteresse sarkozyste, Hollande a agi avec subtilité. Ce qu'on comprend très bien quand on lit ce bouquin, c'est que François Hollande, qui était un nain dans les grandes questions politiques, était en revanche un géant sur les petites questions. Vous savez, ça c'est typique des petits esprits. Ils se savent petits en face des grandes choses, alors ils ont tendance à essayer de se grandir dans les petites choses. Ça c'est tout à fait typique de Hollande. Incapable de diriger la France, incapable de définir une ligne politique, mais très capable en revanche de lancer des combines un peu dans tous les sens. Comment s'y est-il pris? Alors il n'a pas énormément coupé de tête, moins que ce qu'on fait d'habitude en cas d'alternance politique. En 2012, il n'y a que 3 têtes couronnées en quelque sorte à l'intérieur de l'institution policière qui ont sauté, dont principalement le directeur général de la police nationale, M. Pechnard, et le préfet de police de Paris, M. Gaudin. S'y ajoute, mais ça je dirais que c'était quasiment une certitude d'entrée de jeu visiblement, le DGSI, le directeur général de la Sûreté intérieure, ex-DCRI, Direction centrale du renseignement intérieur, résultant de la fusion de la DST, la Direction de sécurité du territoire, et des renseignements généraux, un monsieur qui s'appelait Scarsini, et qui était vraiment l'espion de Sarko. Voilà. Dont 3 têtes ont sauté, Pechnard, Gaudin, Scarsini. Ceux vraiment qu'il était nécessaire de faire sauter. Pour le reste, la reprise de contrôle a été effectuée très facilement, très subtilement, grâce à une alliance entre la Hollandie, les politiciens de gauche, et les réseaux de flics de droite anti-Sarko. Les réseaux ex-chiraciens où Hollande a demandé à un Sherpa de luxe de le guider, puisqu'il a pris dans cette affaire comme consultant en toute simplicité Dominique de Villepin. Et assez vite, comme ça, en s'appuyant sur ces réseaux de droite non sarkozystes, Hollande a réussi en quelque sorte à reprendre le contrôle d'une institution à l'intérieur duquel pourtant la gauche n'avait plus beaucoup de position en 2012. C'est ce qui a donné naissance à la fameuse histoire du cabinet noir dont nous a parlé François Fillon pour expliquer ses propres malheurs judiciaires. Une fois l'appareil repris en main avec l'aide des flics non sarkozystes, d'alliance en quelque sorte entre quelques flics de gauche, grands flics de gauche, et des grands flics de droite mais non sarkozystes, Hollande a, semble-t-il, tissé une sorte de toile de renseignements dont on ne connaît pas le caractère structurel exact,
mais qui, semble-t-il, a assez bien fonctionné. Voilà ce qu'écrivent les auteurs. Le retour aux affaires de ces chiraciens, donc les grands flics chiraciens, nourrit bien évidemment le soupçon sarkozyste de l'existence d'un cabinet noir. Il n'est pas possible d'en apporter la preuve formelle, comme il n'est pas possible de prouver le contraire. Mais l'addition d'indices troubles et de témoignages étonnants interroge. Plusieurs observateurs bien placés dans l'appareil policier nous ont ainsi décrit par le menu l'existence d'une structure clandestine, aux ramifications complexes, et dont le rayon d'action ne se serait pas cantonné au seul renseignement territorial. Les sarkozystes n'ont rien vu venir, persuadés que les coups partiraient forcément de chez nous, où ils pensaient avoir mis suffisamment de clochettes pour être prévenus à temps, confie un officier de la DGSI qui a longtemps roulé sa bosse à la DST. Voilà pourquoi François Fillon a parlé du cabinet noir. En fait, ce que ça veut dire, c'est que, ayant réussi quand même dans une certaine mesure à déstructurer les réseaux sarkozystes qui verrouillaient la police, Hollande s'est donné les moyens, en plantant ses hommes au bon endroit, en les amenant eux-mêmes ensuite à planter des subordonnés au bon endroit, Hollande s'est donné les moyens d'avoir des remontées d'informations régulières, systématiques, par plusieurs services de renseignement, hors du cadre juridique et judiciaire normal. C'est pas prouvable, mais c'est extrêmement probable quand on lit le bouquin, en fait. Alors après, on a glosé pendant la campagne électorale sur ces histoires de cabinet noir. Bon, on peut pas savoir exactement ce qu'il en est, on peut pas savoir exactement dans quelle mesure les ennuis judiciaires de François Fillon ont été complètement suscités par les réseaux de la Hollandie, mais on verra quand on va parcourir la suite des événements qu'il est bien évident que effectivement ces réseaux ont été au moins en partie pendant une certaine phase de l'opération à la manœuvre. Hollande n'aime pas les flics. Il faut le savoir, c'est une particularité. Il aime bien les militaires, mais il n'aime pas les flics. Et c'est difficile de savoir de quoi est fait exactement son réseau, parce que, comme on verra quand on va un peu plus rentrer dans l'histoire, beaucoup d'acteurs en fait sont ambigus, ambivalents. On ne sait pas s'ils sont pour Hollande, s'ils sont pour Valls. On ne sait pas très bien quel jeu ils jouent. Mais il y a au moins un domaine où c'est clair, c'est la DGSE. Là, on est chez les militaires, Hollande se sent chez lui, il y a mis un ami personnel, un monsieur Bajolet. Et la DGSE, c'est un véritable État dans l'État. 6 000 espions, 700 millions d'euros de budget, j'ai failli dire de chiffre d'affaires. Rien qu'avec ça, la capacité d'espionnage, en quelque sorte, de François Hollande est énorme, d'autant plus qu'il s'est appliqué à brouiller les frontières entre renseignement intérieur et renseignement extérieur, ce qui fait qu'en fait, avec la DGSE, il dispose visiblement d'une espèce de DGSI bis. En février 2014, il a reçu 19 députés socialistes, et à cette occasion, il leur a fait la déclaration suivante. Sarkozy, je le surveille, je sais tout ce qu'il fait. C'est ce qui nous a valu, quelques jours plus tard, le gag de Madame Taubira. Donc je vous rappelle l'histoire. Lui, comme ses collègues, il s'agit d'un policier, manifestement rompu à ses méthodes, il s'agit des méthodes de M. Hollande et compagnie, ne croit pas une seconde au scénario servi par l'Élysée, selon lequel François Hollande aurait découvert la mise sur écoute de Nicolas Sarkozy en lisant le journal Le Monde. Pas plus qu'il n'imagine un Manuel Valls laissé dans l'ignorance. À la chancellerie, pour tenter de couper court à toute rumeur sur un pilotage des écoutes de Sarkozy par le pouvoir, Christiane Taubira tient en urgence le 12 mars une conférence de presse.
12 mars 2014. La garde des Sceaux jure n'avoir jamais eu la moindre information sur la date, la durée, le contenu des interceptions judiciaires de Nicolas Sarkozy. Là, les deux documents qu'elle brandit devant les caméras pour faire montre de sa bonne foi la contredisent. Ils établissent que la ministre était tenue au courant depuis au moins 3 semaines des détails de l'enquête. L'opération déminage vire au ridicule. C'est vous dire si, bien évidemment, ce genre d'affaire est piloté par le pouvoir politique en sous-main. Alors la particularité du système Hollande à ce niveau-là, c'est qu'il joue beaucoup de l'intimidation, il joue beaucoup de, des stratégies consistant à chercher à déstabiliser, à freiner l'action, à embêter, à parasiter, beaucoup plus que des attaques directes. Hollande est manifestement un peu chinois dans son approche de la stratégie. Il n'est pas là pour détruire l'adversaire, c'est assez rare pour qu'il veuille détruire. Il est là pour garder sous contrôle. Alors comment on fait ça? Eh bien, on essaye d'avoir le maximum de renseignements sur toutes les affaires qui peuvent toucher toutes les personnalités, dans beaucoup de milieux, les affaires, la politique, le showbiz. Et puis ensuite, on met toutes les casseroles là, on les met sur le feu, et puis ensuite on règle le feu sous les casseroles. Quand on a un type, on a intérêt à ce qu'en ce moment il soit bien, il soit disponible, il n'est pas trop d'ennui, on met le feu au minimum. On garde la casserole là qui mijote, mais ça déborde pas. Puis quand on a un type, là, il est embêtant celui-là, il faut le calmer, on pousse un peu le feu. Alors ça monte, ça boue, ça déborde, le type est mouillé, il est mal dans sa peau. Et là on lui dit, bon, tu veux que je baisse le feu? Bon, tu vas être gentil. Hein. Et puis là on baisse le feu. Voilà comment ça marche. Alors comment on monte et on baisse le feu? Alors, on ne va pas rentrer dans tous les détails. On va juste lire un extrait qui donne une idée de la méthode. Donc là, il s'agit de l'action via la justice. Depuis la direction des affaires criminelles et des grâces, DACG, véritable tour de contrôle de la place Vendôme, Gély, donc c'est un des acteurs de ce système, peut suivre en temps réel l'avancement de tous les dossiers politico-financiers. La DACG n'est pas seulement l'œil de la chancellerie, c'est aussi un moyen de piloter discrètement les dossiers politiquement sensibles, allègue un parquetier. Une pratique assumée par la chancellerie. Sur le papier, pourtant, c'en est fini de l'ère Sarkozy. Il n'y a plus d'affaires signalées, ces dossiers que le pouvoir exécutif surveille de près et sur lesquels il intervient autant que de besoin, par le biais d'instructions individuelles adressées aux magistrats. En fait, les choses se font plus subtilement avec Hollande. Par exemple, sur l'opportunité d'ouvrir une information judiciaire. Des consignes sont données, mais oralement, nous précise un magistrat. Donc voilà, on a une affaire où on veut une casserole, là on veut pas que ça boue trop dessus, on va dire à un juge, c'est très compliqué, il faut fouiller. Pour l'instant, vous dites rien, vous creusez. Puis quand on a décidé que c'était le moment de pousser les feux, vous avez fini de creuser, allez, on y va. Tout en subtilité, à la Hollande. Alors, il y a de très nombreux exemples de ça dans le bouquin, j'en retiendrai 2. Un qui a beaucoup défrayé la chronique, c'est l'affaire Bernard Tapie. Il est frappant de voir que l'information judiciaire ouverte sur sa procédure d'arbitrage au Crédit Lyonnais, ça se déroule au moment où il annonce qu'il veut acheter le groupe La Provence. Quoi, tu veux revenir en politique? Tu veux influencer le climat politique à Marseille, toi, nanar? Allez, casserole. Et alors, ce qui est très Hollande aussi, visiblement, c'est de jouer par la bande. C'est-à-dire que on en profite pour toucher Guéant, qui est lié à l'arbitrage.
On perquisitionne chez Guéant. La perquise permet d'ouvrir une enquête incidente sur une affaire de tableaux qui correspondent peut-être, on ne sait pas, à un pot de vin déguisé. Tout ça touche par la biais Lagarde, qui passe ensuite devant la Cour de justice de la République, que Hollande n'a pas aboli, alors qu'il avait dit qu'il le ferait. Ce qui permet à la Cour de justice de la République de dispenser Madame Lagarde de peine. Ce qui fait que Madame Lagarde est un peu dans la main de François Hollande, qui dit, tu vois, j'aurais pu ôter ma main de dessus toi. Mais non, je ne l'ôte pas. Attention, je peux encore l'ôter après. C'est ça le pouvoir. Il faut reconnaître que Hollande sait très bien en jouer. Il faut dire qu'il a été à l'école de Mitterrand. Bon. Un autre exemple, c'est les malheurs judiciaires de Thomas Fabius. Alors là, ce qui est frappant, c'est que ça fait un certain temps que M. Fabius, fils, fait des choses qui ne sont pas forcément très très claires par rapport à la justice, faut bien le dire. Mais tant que Laurent Fabius est au ministère des Affaires étrangères et qu'il est bien utile à François Hollande, il ne se passe rien. Quand M. Fabius va quitter le ministère des Affaires étrangères, là, Thomas Fabius, rattrapé par la patrouille. Au passage, on peut aussi remarquer inversement que, par exemple, M. Borloo n'a pas été rattrapé par la patrouille, et que là maintenant on voit qu'il se met à disposition de M. Macron. Les mauvais esprits pourraient en déduire un certain nombre de choses sur la façon dont une oligarchie à l'intérieur de l'oligarchie a verrouillé l'oligarchie en France. Mais je n'ai rien dit. Je ne suis qu'un petit scarabée qui passe comme ça, je ne voudrais pas être écrasé par une grosse chaussure. Je n'ai rien dit. Je ne fais que délirer à partir de ce bouquin, dont je le rappelle d'ailleurs, je ne peux pas être sûr que tout ce qu'il raconte est vrai. Donc voilà comment François Hollande a repris le contrôle de la police après 2012, et voilà l'usage qu'il en a fait. Très mitterrandien au fond tout ça. Ce qui est très mitterrandien aussi, c'est la guéguerre avec Valls. Comme Mitterrand avec Rocard, quoi. Ils se sont refait le sketch 20 ans plus tard, quoi. Il y a quand même quelques différences. D'abord, Hollande, c'est quand même 2 niveaux en dessous de Mitterrand sur tous les plans. Et Valls, je pense, c'est quand même là carrément 3 ou 4 niveaux en dessous de Rocard sur tous les plans, quoi. C'est pour ça que, en tout cas à ce stade, Hollande a bien écrasé Valls, comme Mitterrand même n'avait jamais écrasé Rocard, je pense. Comment ça s'est fait ? Alors au départ, quand Valls s'est installé au ministère de l'Intérieur en 2012, très vite, il a cherché à muscler ses réseaux pour contrer ceux que mettait en place François Hollande. Il s'est appuyé pour ça sur un ami, un monsieur qui s'appelle Stéphane Fuchs, qui est le patron de Havas Worldwide, ex-Euro-RSCG. Fuchs dispose d'infiltrés, semble-t-il, un peu partout dans l'appareil d'État. Havas ressemble un peu à une puissance privée qui noyauterait en quelque sorte la puissance publique. En tout cas, c'est comme ça que semblent la dessiner les auteurs de Bienvenue Place Beauvau. Valls a essayé de placer ses hommes partout où Hollande ne pouvait pas verrouiller. Par exemple, il a placé Bernard Petit à la tête de la police judiciaire parisienne. Quand son prédécesseur, M. Flech, qui était notoirement lié au milieu sarkozyste, est tombé pour avoir informé Brice Hortefeux des écoutes qui le concernaient. Valls a aussi commis une erreur. Il a confié à une dame qui s'appelle Marie-France Monéger l'inspection générale de la police nationale, avec pour mission, en compagnie d'un monsieur Boucault,
qui était patron à ce moment-là de la préfecture de police de Paris, d'aller liquider l'inspection générale des services de la préfecture de police de Paris. L'IGS étant suspecté d'avoir monté des dossiers contre Daniel Vaillant en son temps. Alors ce monsieur Boucaud lui-même a été mis en place à la préfecture de police de Paris par Hollande. Boucaud est un proche de Jean-Marc Ayrault. La préfecture de police de Paris est une pièce maîtresse dans la structure du renseignement intérieur français. Elle compte 600 fonctionnaires qui sont chargés d'observer en permanence tout ce qui se passe à Paris. Des gens qui font du renseignement, ils ne sont pas sur des enquêtes, ils sont vraiment uniquement chargés de faire du renseignement. Ils sont 600 quand même. Alors, monsieur Boucaud, qui était donc dans les réseaux Hollande, a aidé madame Monégé contre l'IGS, apparemment, alors que madame Monégé avait été nommée par Valls. Mais on va voir un peu plus loin que dans cette histoire, madame Monégé a un peu joué perso et que monsieur Valls l'a comme une petite erreur de casting. En avril 2013, Manuel Valls a continué son offensive en nommant à la tête de la gendarmerie nationale un général Denis Favier, un proche à lui. On y reviendra, je ferai une parenthèse après quand on parlera des luttes de réseau internes aux forces de police et de l'appareil de sécurité français. En 2013, Manuel Valls, qui n'a visiblement peur de rien, a déclenché ce qu'on a appelé l'opération Minotaure. Il s'agissait de faire tomber un monsieur Michel Thomy, qui est un peu, semble-t-il, le parrain des parrains, si on peut dire, ou disons un des parrains principaux en tout cas, du milieu corse. Soupçonné, et probablement pas sans raison, d'être très lié à la France-Afrique, réseau Pasqua, etc. Alors, effectivement, il y a eu une enquête qui a été ouverte pour blanchiment à la fin, qui a visé M. Thomy, mais cette enquête n'a pas pu prendre toute l'ampleur que souhaitait Manuel Valls, parce que, on ne sait pas pourquoi, mais Le Monde a ébruité l'affaire avant qu'elle ait pris toute sa dimension. Et c'est quelque chose d'assez fréquent pour couler une de ces grandes enquêtes, d'en sortir certaines conclusions avant que l'enquête ait eu le temps d'aller jusqu'à son terme. Ce qui oblige ensuite à ouvrir une information judiciaire avant d'avoir eu le temps vraiment de constituer un dossier accablant. Et les auteurs ont l'air de dire qu'il se pourrait que, en l'occurrence, Le Monde ait été un petit peu rencardé par la bande, par l'Élysée. L'Élysée qui, comme je vous disais, a mis des antennes partout, et qui n'avait pas du tout envie qu'on fasse sauter le chef d'État malien, très lié, semble-t-il, à M. Thomy, surtout au moment où la France conduisait une guerre contre Al-Qaïda au Maghreb islamique, au Mali, entre autres. En février 2014, cela dit, il y a eu une perquisition chez Havas. En cause une affaire de corruption qui d'ailleurs remonte à M. Ibrahim Boubacar Keïta, le chef d'État du Mali. Ça, c'est la contre-offensive de Hollande, visiblement, puisque ça permet de mettre la main sur des pièces qui provoquent l'ouverture d'une enquête incidente sur les affaires africaines de M. Bolloré. M. Bolloré qui a des liens, via Jean-Jacques Urvoas, avec Manuel Valls. Bolloré qui est par contre un ennemi assumé, en quelque sorte, de François Hollande. Donc visiblement, il s'est passé des trucs à ce moment-là qui ne sont pas très clairs, qui pourraient d'ailleurs
faire un bon sujet de roman noir ou de série policière. S'il y a des scénaristes qui cherchent des idées et qui n'ont pas froid aux yeux, je leur conseille d'enquêter un peu là-dessus, ça peut être intéressant. Bon, moi j'ai pas l'imagination d'un scénariste, donc je peux pas vous dire exactement ce qui s'est passé, mais enfin on voit bien quand même que il y a cette opération Minotaur, il y a l'avance, n'est-ce pas, des troupes de choc de Manuel Valls. On va faire tomber Tommy, on va faire tomber Ibeka, on va toucher la France-Afrique. Puis à un moment, il y a eu une espèce d'attaque de flanc qui est arrivée comme ça, avec les commandos de l'Élysée qui sont arrivés comme ça, hop, qui ont coupé les troupes de choc de Valls de leur base. Et dans cette bonne ambiance, le 31 mars 2014, qui devient Premier ministre? Manuel Valls. La fête ne s'arrête pas là, naturellement. En septembre 2014, les flics des courses et jeux prennent en photo un monsieur Sébastien Gros, qui est le chef de cabinet de Manuel Valls, en pleine discussion avec un patron de cercle de jeu qui serait un homme de paille de la mafia corse. Apparemment, ce monsieur, cet homme de paille de la mafia corse, aurait tenté de convaincre l'équipe Valls de ne plus attaquer ce milieu. Échec, l'attaque se poursuit. Peu de temps après, on a un article du Nouvel Observateur sur le financement assez étrange de l'orchestre d'Anne Gravoin, la femme de Manuel Valls. Et les mauvaises langues font remarquer que pratiquement quelqu'un a amené toutes les conclusions sur un plateau au Nouvel Observateur, parce que l'enquête a été conduite en fait par une société d'intelligence économique qui travaille aussi pour l'Élysée. Un hasard probablement. En décembre 2014, les malheurs des gens qui se tournent autour de Manuel Valls, qui soutiennent Manuel Valls, semblent brutalement s'aggraver. Il y a une enquête de la police judiciaire sur des contrats entre la CDC, la Caisse des dépôts et consignations, et AB Consulting, qui est une société dirigée par M. Alain Bauer, qui est très proche de Manuel Valls. M. Lemas, nouvellement à la tête de la CDC et proche de François Hollande, s'est étonné du montant de certains contrats. En février 2015, un monsieur Joe Mazanet, qui est syndicaliste policier, tombe pour détournement de fonds. À la manœuvre, on retrouve notre amie Marie-France Monéger, chef de l'inspection générale de la police nationale, qui obéit au ministre de l'Intérieur. Sauf que maintenant, le ministre de l'Intérieur, c'est plus Manuel Valls, c'est Bernard Cazeneuve, un homme de François Hollande. Et ça va enclencher une véritable purge des éléments valsiens, en quelque sorte, par Cazeneuve. On va voir sauter M. Petit, le patron du 36 quai des Orfèvres. Probablement, il a été victime, d'après ce qu'ont l'air de dire les auteurs, d'un véritable acharnement. C'est-à-dire que lui, il saute vraiment sans raison. Mais il faut voir que c'est quelqu'un qui avait beaucoup insisté pour faire tomber Michel Tommy. Ça provoque aussi, par contre-coup, la chute de M. Boucaud, semble-t-il, si j'ai bien compris, à la préfecture de police de Paris. Un peu comme s'il avait fallu en profiter aussi pour liquider un certain héritage, on va dire, érotiste, au sens de Jean-Marc Ayrault. Enfin, ça, je m'aventure beaucoup, ça les auteurs ne le disent pas. J'ai du mal à comprendre là ce passage-là, c'est très embrouillé. Le livre est extrêmement intéressant, il y a beaucoup d'informations, mais c'est très compliqué, c'est très embrouillé, et je dois dire une précision, il est possible d'ailleurs que je me trompe à un moment en résumant tout ça, parce que c'est tellement compliqué, si vous voulez, qu'on a vraiment du mal à suivre. À partir de ce moment-là, en tout cas, les réseaux Valls se sont franchement démantelés à l'intérieur. Et en août 2016, Valls se fait même piéger par Cazeneuve, en fait,
Au moment, vous savez, de cette grotesque affaire du Burkini en Corse, avec une rixe sur une plage, en fait, il n'y avait pas de Burkini, c'est pas ça, c'est une histoire de règlement de compte entre des gens pour des raisons tout à fait extérieures à la religion. Cazeneuve le savait, mais il n'a rien dit à Matignon, il n'a pas fait remonter l'info pour laisser Valls s'enferrer sur cette histoire de fou. En octobre 2016, sort Nos très chers émirs. Vous savez, c'est un livre que je vous ai présenté il y a quelques mois. Livre absolument énorme sur les relations entre la classe politique française et les émirs du Golfe. Et figurez-vous que les auteurs qui ont écrit ça, M. Chénaud et Malbruno, dont certains prétendent qu'ils auraient vaguement des relations, par exemple avec la DGSE, mais ça doit être pur... voilà. Toujours est-il que il paraîtrait que les munitions contenues dans ce livre, en particulier contre M. Jean-Marie Le Guen, un proche de Valls, bien, ces munitions auraient été fournies par M. Bajolet, le directeur général de la sécurité extérieure, qui a été mis là par M. Hollande. Faut se représenter un truc, si vous voulez, les mecs qui sont là avec des flingues, avec des silencieux, pop, 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 dans tous les sens. C'est assez marrant. Enfin, vu de l'extérieur. Et maintenant, la cerise sur le gâteau. Le 16 novembre 2016, Emmanuel Macron se déclare candidat à la présidentielle, notre futur chef de l'État, puisqu'il vient d'être élu. Et coïncidence, pure coïncidence, le même jour, un ancien DIRCAP de Valls à Beauvau, un monsieur Daubigny, se retrouve en garde à vue pour fraude fiscale. Un peu comme si on avait voulu à ce moment-là faire comprendre à Manuel Valls, attention, on t'a à l'œil. Le 6 décembre 2016, Valls quitte Matignon et on connaît la suite. Il se rétame lamentablement à la primaire de la gauche. Alors, je ne peux pas rentrer dans tous les détails. Hein. Là, je vous ai fait un résumé très sommaire. J'espère ne pas m'être planté parce que c'est très compliqué. Mais enfin, on voit bien l'idée générale, on voit bien la mise sous contrôle de l'appareil policier par la gauche avec l'aide des flics chiraciens contre les sarkozystes, on voit bien le désengage de Sarkozy par des affaires téléguidées, on voit bien la guerre Hollande-Valls, avec au départ Valls très offensif, qui part la fleur au fusil, qui essaye d'attaquer le milieu corse. Et puis, à un moment, la Hollandie qui le rattrape au tournant et qui, semble-t-il, prend le dessus, démantèle ses réseaux et va réussir finalement à imposer Emmanuel Macron. Il s'est passé quelque chose comme ça. Je ne peux pas vous donner tous les détails, je ne les connais pas. Mais il semble que ce soit l'histoire générale. Avec au passage une victime collatérale, M. François Fillon, un politicien finalement de province, avec des petites magouilles de politiciens de province, qui passait comme ça à portée de tir de ses réseaux, poum poum, qui s'est fait dégommer parce qu'il était embêtant pour Emmanuel Macron. Moi, c'est comme ça que je résumerai les choses. Peut-être je me trompe, hein, mais c'est comme ça que je les sens. Bien entendu, je le précise, je n'ai aucune certitude, je ne porte pas en particulier d'accusation à proprement parler contre les différents acteurs de ce système, je ne fais qu'essayer de résumer ce que j'ai lu dans ce bouquin. Alors on peut parler un peu d'ailleurs de ces acteurs secondaires, parce qu'ils sont instructifs, ils forment la toile de fond sur laquelle se déploie l'action de ces réseaux politiques. Et je pense qu'on peut mentionner cinq acteurs qui sont intéressants. Il y en a beaucoup d'autres dans le livre, mais ces 5-là me paraissent intéressants. D'abord, M. Alain Bauer, ancien grand maître du Grand Orient de France, Monsieur Sécurité pour Sarkozy, qui a d'ailleurs proposé à Sarkozy de placer Valls à l'intérieur en 2007. Valls a failli devenir un ministre sarkozyste, en fait, s'il avait accepté.
Bauer, c'est l'homme du pilotage par la police par les stats. Et après 2012, il est devenu en quelque sorte le conseiller occulte de Valls. C'est ce qui explique la ressemblance qu'on a pu observer par moments entre le style Valls et le style Sarko à l'intérieur. En fait, il y avait le même conseiller derrière. Alors, Bauer est puissant à l'intérieur de l'institution policière parce que, en tant qu'ancien grand maître du Grand Orient, il a ce que les auteurs appellent la clé 3 points, qui est un peu le passe-partout du ministère. Les auteurs disent que 10% des fonctionnaires seraient maçons. Moi, j'avais entendu que c'était beaucoup plus que ça. Bon, eux disent 10%. Mais en tout cas, ils reconnaissent que plus on monte dans la hiérarchie, plus la proportion de francs-maçons augmente. C'est que dans un milieu où l'information, c'est le pouvoir, la franc-maçonnerie permet de faire circuler l'information, et donc c'est une extraordinaire machine à dégager du pouvoir. À la place Beauvau, c'est un club Larigny qui sert de fraternelle des policiers francs-maçons. Valls lui-même est un franc-maçon en sommeil qui a passé 16 ans sous le maillet. Cela dit, il ne faut pas s'exagérer non plus la puissance de ces réseaux maçonniques. Par exemple, on apprend dans le livre que Bauer avait réussi à recommander à Valls Petit pour la police judiciaire, mais que pour d'autres postes, il n'a pas pu s'imposer parce qu'il y a eu veto de François Hollande. Il y a d'autres réseaux que la franc-maçonnerie. Il ne faut pas tomber dans la paranoïa complotiste consistant à croire qu'il y a un grand réseau, un grand complot qui verrouille tout. Il y a beaucoup trop de complots pour qu'il y ait le grand complot. Ce qui est intéressant dans ce que disent les auteurs sur M. Bauer, c'est quand il parle de ses liens supposés avec la CIA, c'est quand il rappelle qu'il possède aussi beaucoup d'argent parce qu'il vend les audits de sa société AB Consulting à beaucoup de grandes sociétés, dont on peut un peu se demander quand même par moment ce qu'elles achètent exactement quand elles travaillent avec M. Bauer. Et quand ils expliquent que M. Bauer a eu pas mal d'ennuis sous M. Hollande, avec en particulier l'ouverture d'une enquête sur les liens financiers entre AB Consulting et la CDC, et que ces ennuis de M. Bauer s'expliquent probablement par le fait tout simplement que François Hollande a redouté que ce monsieur qui a la clé 3 points, qui aurait des liens avec la CIA et qui a beaucoup d'argent, puisse servir d'argentier pour une éventuelle campagne de Manuel Valls, parce qu'une campagne et les présidentielles, en fait, ça coûte très très cher. Beaucoup plus cher, d'après ce que disent les auteurs, que les 22 millions du plafond officiel. Sans doute parce qu'il y a des dépenses qui ne sont pas dans les comptes. Donc voilà le trajet de M. Bauer, c'est instructif. Un autre acteur qui mérite d'être mentionné, c'est M. Denis Favier, le patron de la gendarmerie. Alors lui, c'est l'homme de Valls, et c'est resté l'homme de Valls même après que Valls soit allé à Matignon. C'est-à-dire que pendant toute la période où Valls était à Matignon, le patron de la gendarmerie allait rendre des comptes directement au Premier ministre en court-circuitant le ministre de l'Intérieur. Ça s'explique par le fait que, si vous voulez, Sarkozy a commis une erreur entre 2007 et 2012. Il a vraiment maltraité la gendarmerie. Il l'a exclue de la communauté du renseignement, et au point que l'institution se sentait presque menacée de disparition. Donc le quinquennat Hollande a été l'occasion d'une revanche, et cette revanche s'est organisée autour de l'alliance entre un général qui était, on va dire, compatible avec la gauche, M. Favier, et le Premier ministre Manuel Valls. Là encore, comme cheville ouvrière, on retrouve Jean-Jacques Urvoas, qui est quand même très souvent à l'articulation entre l'appareil sécuritaire et Manuel Valls. Alors, M. Favier n'est pas franc-maçon, ce qui lui vaut pas mal de problèmes, semble-t-il, avec la franc-maçonnerie, qui est très puissante dans la gendarmerie, mais ça ne l'a pas empêché de conduire, pour le compte de Manuel Valls, une remise en forme, en quelque sorte, de la gendarmerie, qu'il a même doté d'une sous-direction de l'anticipation opérationnelle, la SDAO, qui est en fait un réseau de renseignement puissant, parce que derrière, il y a les 100 000 gendarmes ou quelques que compte la France. Vous imaginez 100 000 militaires disciplinés, formés, qui voient énormément de choses à travers le territoire national et qui ont consigne de faire remonter certaines infos à certains moments. Un sacré réseau de renseignement.
hors de la communauté du renseignement, puisque l'ASDAO ne participe pas au Conseil national du renseignement, qui est piloté par l'Élysée, où on retrouve les douanes, Tracfin, la DGSI, la DGSE, la Direction du renseignement militaire, et diverses autres administrations et officines. L'ASDAO est hors de cela. Elle n'est pas sous pilotage de l'Élysée, c'est la Direction générale de la gendarmerie nationale qui est théoriquement rattachée au ministère de l'Intérieur, mais on a vu que M. Favier remontait à Valls. Clairement, ça a été la carte maîtresse de Manuel Valls à un certain moment. Alors, M. Favier a récemment quitté ses fonctions. Il est devenu maintenant chef de la sécurité chez Total. C'est le genre de reclassement qu'on va observer en deuxième carrière, effectivement, chez ce type de haut gradé de la militaire. Il y a un troisième personnage qui n'est pas inintéressant, c'est M. Soublet. Alors, M. Soublet, c'est un autre général de la gendarmerie. M. Soublet, qui a écrit un livre, que je vous présenterai peut-être d'ailleurs, parce qu'il n'est pas inintéressant. Tout ce qu'il ne faut pas dire. Alors c'est atypique, c'est un général de la gendarmerie qui a ouvert sa gueule. Alors ça passe très très mal. Et M. Soublet, qui avait été protégé en décembre 2013, quand il avait attaqué Christiane Taubira, en dénonçant la politique pénale de cette dernière, qui avait été protégé par ses frères francs-maçons, parce que M. Soublet est un franc-maçon, eh bien M. Soublet, 2 ans plus tard, cette fois, a sauté quand il a publié son livre. Là, le général Favier a considéré que fallait quand même pas pousser. Quand on était général dans la gendarmerie, on n'était pas là pour se mettre à écrire des choses désobligeantes comme ça. Moi, je me pose des questions sur cette affaire, mais je n'ai pas les réponses dans le livre de la Bienvenue Place Beauvau, parce que bon, les relations entre Valls et Taubira, attention, c'est la guerre ouverte. En même temps, à un certain moment, ils ont semblé un petit peu se rabibocher, en tout cas en façade. Je me demande si Soublet n'a pas été employé comme en quelque sorte chair à canon sacrifiable dans une sorte de guerre entre deux réseaux d'influence. Mais ça, c'est pas expliqué dans le bouquin. Le bouquin parle peu de Taubira, de la justice, il est centré sur la place Beauvau. On aimerait bien en savoir plus sur les relations entre la justice et la police dans cette histoire. Bref, pour l'instant, on ne sait pas. Ensuite, une quatrième personne dont je voudrais parler, c'est Madame Marie-France Monégère, qui est donc la directrice de l'inspection générale de la police nationale, et dont on a vu que elle a été mise en place par Valls, mais enfin cela dit, quand Cazeneuve l'a remplacée comme ministre de l'Intérieur, elle a obéi à Cazeneuve. Ce qui est intéressant dans son parcours, c'est que je pense qu'elle représente quelque chose de nouveau dans l'institution policière. Elle a fondé en septembre 2013 Femmes de l'Intérieur, une association qui regroupe 300 policiers dont beaucoup de top flics, si j'ose dire, féminines. C'est l'émergence d'un lobby féminin à l'intérieur de l'institution policière. Ça, c'est quelque chose de nouveau et qui va certainement contribuer dans les années qui viennent et les décennies qui viennent à rendre ce genre de jeu encore plus compliqué. Chic, on a trouvé une nouvelle façon de s'organiser en réseau pour fabriquer des États dans l'État. C'est marrant. Bon. La police est en prise avec son temps, pour une fois. Et puis les derniers personnages dont je voudrais parler, ce sont des gens qui sont cités dans une petite affaire incidente au passage dans ce bouquin. C'est les gens que, de manière assez poétique, les journalistes ont appelés les hackers de la maison des secrets. Alors ceux-là, ils sont intéressants pour une autre raison, c'est que, mes chers amis, ils nous concernent. Car on apprend dans ce bouquin
que des hackers qui sont tombés généralement pour des affaires mineures se sont vus proposer discrètement par la DGSI ces dernières années, en gros quelque chose du genre, bon, on efface l'ardoise, mais maintenant, les petites saloperies que vous faisiez avant, ben, vous allez continuer à les faire, mais pour nous. Ce sont des gens qui sont spécialisés dans la prise de contrôle d'un serveur innocent pour conduire ensuite des opérations agressives par son intermédiaire de façon totalement anonyme, vol d'adresse IP, interception d'échanges email, étude des consultations de sites, etc. Donc tout ça s'est fait, en tout cas, je ne sais pas aujourd'hui ce qu'il en est, mais c'est fait pendant un certain temps hors de tout cadre judiciaire. Parce que normalement, pour faire ce genre de choses, en théorie, il faut quand même que la police ait une commission rogatoire, si vous voulez. Un policier peut pas unilatéralement décider comme ça, bon bah, tiens, il y a un type, là, j'aimerais bien en savoir plus sur lui, allez, on va siphonner le contenu de son ordinateur. Et normalement, il faut que le juge dise à un moment, oui, c'est bon, vas-y, c'est ta bonne raison. Là, non, c'est totalement, c'est fait discrètement, hors de tout contrôle judiciaire. Ça n'est pas fait en général, d'après ce que disent les auteurs, par vol d'ordinateur. Quand ils volent l'ordinateur, c'est de l'intimidation. Sinon, ils en ont pas besoin. En général, ils rentrent par les réseaux. Au pire, ils copient le disque dur par une intervention physique rapide et qu'on ne peut pas détecter. Mais en général, ils volent pas l'ordinateur. Simplement, ils entrent dans votre disque dur et ils copient tout ce qui les intéresse. Et ils vous pistent et ils vous suivent, ils suivent vos emails, etc. Hors de tout cadre judiciaire. Bienvenue en France. Liberté, égalité, fraternité. Sécurité aussi, monsieur. Voilà. Bon, tout ça, c'était intéressant. Quand même, c'était intéressant. Vous voyez, il y a pas mal de choses intéressantes dans ce bouquin. Et je terminerai par peut-être la chose la plus intéressante, maintenant. Les auteurs du bouquin expliquent que, Hollande a été très bon pour reprendre le contrôle de la police. Visiblement, la gauche n'a rien à apprendre à la droite dans les coups tordus sur fond d'instrumentalisation du ministère de l'Intérieur. Ça fait penser à cette anecdote qu'on prête à Charles Pasqua, c'est cette citation qu'on prête à Charles Pasqua, qui, après une rencontre avec Mitterrand, aurait dit aux gens qui l'accompagnaient, celui-là, il est encore plus mafieux que nous. Compliment quand même, bon. Mais en revanche, la gauche s'est plantée sur un plan, elle s'est plantée massivement, elle n'a pas du tout réussi à se réconcilier avec les forces de l'ordre. Elle leur a donné beaucoup d'argent, relativement, 900 millions d'euros de budget supplémentaire. Elle leur a donné le port d'armes permanent, elle leur a donné une présomption d'innocence renforcée. Il y a eu un quinquennat Hollande finalement très sécuritaire, avec un état d'urgence qui a donné lieu, d'ailleurs les auteurs le racontent, à quelque chose d'assez drôle que les policiers ont surnommé le perquisiton. C'est avec un nombre de perquisitions absolument dingue qui a suivi l'état d'urgence et qui, à défaut d'avoir permis de mettre vraiment à bas les réseaux de djihadistes, ont au moins permis aux flics de collecter du renseignement et de faire tomber un certain nombre de mecs qu'ils avaient dans le collimateur depuis pas mal de temps. Mais malgré tout, les relations entre la gauche et la police restent globalement assez mauvaises à cause de la politique pénale Taubira. C'est le gros problème. Les policiers ont en particulier pas forcément bien admis le principe du numéro d'identification apparent, la création de la plateforme numérique pour saisir directement l'IGPN, en particulier en cas de discrimination, etc. Il faut se mettre à leur place. Certains d'entre eux sont peut-être réellement des racistes. Il y a des flics racistes en France. Cela dit, la grande majorité d'entre eux essayent juste de faire leur boulot. Et c'est sûr qu'à un certain moment, il faut arrêter quand même avec l'hypocrisie. Oui, évidemment, ils contrôlent prioritairement un certain profil. Et oui, évidemment, c'est des gens d'une certaine origine, mais on sait très bien pourquoi. Enfin, je veux dire, soyons sérieux. Donc ça leur a pas plu, ce qui s'est passé. Ça leur a pas plu, et ça implique, entre autres, que
Aux élections régionales, il semble que plus de 50% des policiers au premier tour aient voté Front National. Là, je lisais dans le Canard enchaîné la semaine dernière, je crois. Exceptionnellement, j'ai acheté le Canard pour l'élection présidentielle. Qu'il y a un bureau de vote, je sais plus où, je crois que c'est en région parisienne, où pratiquement, si vous voulez, il n'y a que des gendarmes et des familles de gendarmes qui sont inscrits. La marine a fait un score de président africain. Et ça commence même à remonter les échelons. On apprend dans ce bouquin qu'il y a un préfet, un monsieur Christian Lambert, apparemment c'est son nom, qui a récemment pris contact avec Gilbert Collard pour se mettre à disposition du FN. C'est un ancien préfet, spécialisé dans les questions de sécurité. Et il lui a carrément dit, semble-t-il, le pays est en lambeaux, au bord de la guerre civile. Alors là, si vous voulez, ça ne veut pas rien dire. Ça veut dire que les barbouzeries tous azimuts qui ont dégommé Fillon traduisent en partie le recul de la capacité de la droite d'affaires à verrouiller les milieux policiers. Mais finalement, on s'aperçoit que les barbouzeries anti-Le Pen ont été moins méchantes. Alors ça vient peut-être en partie du fait que Le Pen n'était pas dangereuse pour Macron. Le grand risque pour Macron, c'était Fillon aux élections présidentielles, mais ça vient peut-être aussi du fait qu'il faut voir qu'en face de l'institution policière maintenant, et de la gendarmerie, le pouvoir va avoir une difficulté. Plus de la moitié de la troupe est pro-FN, si vous voulez, ou ce qui succédera au FN, puisque bon, le FN va probablement disparaître en tant que tel, mais disons, est dans ce camp-là. Et même l'encadrement commence à vaciller. Même le haut encadrement. Pour l'instant, ça n'a pas beaucoup d'importance, parce que le pouvoir a réussi à verrouiller le pays par une ingénierie électorale, d'ailleurs, qui est un véritable cas d'école. Les élections 2017, c'est formidable ce qui s'est passé au présidentiel à ce niveau-là. Mais ça ne pourra pas durer éternellement. On voit très bien dans quelle direction on va. On prolonge encore 5 ans la courbe tracée depuis quelques décennies. Au rythme où c'est tombé sous Hollande, si on imagine que ça tombe au moins aussi vite sous Macron, il se pourrait bien que cette institution, à un certain moment, avec l'armée naturellement, prenne une grande importance, puisque comme on le comprend en lisant Bienvenue Place Beauvau, le vrai pouvoir est quand même très largement là, en réalité. Voilà. Donc c'était le résumé d'un bouquin, Bienvenue Place Beauvau, qui, ma foi, n'est pas mal. Pas très bien écrit, très compliqué, mais très riche en infos. J'espère que je ne l'ai pas trahi, j'espère que je ne me suis pas trompé dans mes interprétations. La prochaine note de lecture, ça sera pour revenir sur nos histoires d'État islamique. Alors vous savez que j'ai fait jusqu'ici 2 notes de lecture là-dessus, qui étaient des notes de lecture sur la toile de fond historique et géostratégique. Là, on va un peu plus rentrer dans des interprétations plus engagées, mais j'aime bien toujours confronter toutes les sources, regarder tous les points de vue. On va lire un ouvrage de Jean-Michel Vernochet, Les fiancés de la mort et les stratèges de la terreur globale. Donc ça, c'est un bouquin engagé, et on va étudier la thèse de M. Vernochet en gardant en tête ce qu'on a vu à travers les ouvrages de messieurs Thomas Flichy de la Neuville, Olivier Hahn et Nabil Mouline, que je vous ai présenté précédemment dans le cadre de cette série de notes de lecture. Ensuite, je vous annonce les vidéos qui suivent. Je ferai une petite vidéo sur l'analyse du premier tour et du deuxième tour des élections présidentielles, puisqu'on me l'a demandé. C'est toujours intéressant de regarder comment ça s'est passé.
Et puis ensuite, on reprendra avec une note de lecture, dans ma série de notes de lecture pour préparer une prise de position sur le racisme anti-blanc, et on regardera Dysgénisme d'un monsieur qui s'appelle Richard Lynn. Voilà. C'est au programme dans les jours et les semaines qui viennent. Je vous remercie de votre attention, j'espère que je ne vous ai pas perdu dans les méandres de l'institution policière, et je vous dis, vive notre glorieux président Emmanuel Macron, à bientôt!